Alors, bienvenue à ce 3e épisode du podcast Entrevue Territoire Libre. Aujourd'hui, on a Élie Desgagnés de Rodent avec nous, un petit gars de Dolbeau, un gars qui est impliqué dans le milieu. T'es un gars qui recherche l'harmonie chez les chasseurs. Honnêtement, tu m'impressionnes. Ça vient me chercher en tant qu'enseignant parce qu'en plus, tu fais différentes, je sais pas si on peut appeler ça des conférences ou des cliniques dans les écoles. Oui. Donc, bienvenue à ce podcast-là. Merci de l'invitation. Ça va-tu bien? Oui, vraiment bien. Yes. Content d'être ici. Vraiment Plusieurs heureux. fois qu'on jase de chasse, on va avoir la chance de le faire officiellement. Exactement. On va avoir du bon contenu aujourd'hui. Ça risque d'être vraiment intéressant. Hey, avant de commencer, on a notre petit rituel du déjeuner. On boit une petite... Qu'est-ce qu'on boit en fait ce matin, Élie? Ben, tu m'as donné le choix. J'ai choisi la Renard, une bière que j'affectionne particulièrement, de mes préférées au coureur des bois. Une de mes préférées aussi au niveau des rousses, je te dirais globalement. Là. Elle est vraiment extraordinaire cette bière-là. Je l'appelle souvent la Renarde. Il y a un ancrage dans ma tête. On dirait que c'est la Renarde. Dans ce temps-là, notre technicienne, elle n'aime pas bien ça quand je dis ça, là, mais c'est vraiment la Renard. Donc, bonne petite bière. Je parlais avec Louis Simard du coureur, celui qui le maître brasseur. Puis il m'expliquait dans le fond que les ingrédients, une certaine partie en fait des ingrédients, le houblon, le malt qui est utilisé, ça a été importé d'Angleterre. Okay. Puis comme dans celle-là, si je ne me trompe pas, c'est 3 ou 4 sortes de malt. Caramel qu'ils appellent. Là. Puis c'est ce qui fait la couleur de cette bière-là, parce que là, on la voit pas dans la canette, là, mais c'est une bière qui est très caramel, qui est quand même assez... une belle couleur. Oui. Puis c'est ça, j'ai eu la chance de goûter à cette orge-là, là, juste à frette de même. Là. Puis c'est vraiment écœurant, comment c'est bon. C'est excellent. Puis là, tu goûtes vraiment la torréfaction. Puis c'est ça, c'est cool. Ils n'utilisent pas juste des ingrédients importés d'Europe, ils en utilisent de partout, la République tchèque, États-Unis, il y a du stock aussi qui vient du Québec, mais je trouvais ça intéressant de le dire. Elle, on peut comme dire que c'est une petite bière d'inspiration anglaise. Hein. Absolument. Fais-tu le podcast en anglais pour la suite? On va faire ça en anglais, je suis prêt. On peut faire ça en tchèque aussi, si tu veux. Non, en tchèque, je suis moins à l'aise. T'es moins à l'aise. Hey, un voyageur comme toi, t'es supposé être capable de parler en tchèque. Avant qu'on commence, Rodent TV, oui. T'es rendu à l'animation de ça officiellement depuis quelques temps. Un petit gars de Dolbeau qui est rendu à l'animation de Rodent, c'est vraiment cool. Comment t'en es arrivé là, en fait? J'ai rencontré Daniel et Nicolas, les gars de Roadfish, dans un salon il y a quelques années. J'ai trouvé les gars vraiment sympathiques, des bonnes personnes, les valeurs aux bonnes places. Ils m'ont fait triper. Retourné chez nous, j'ai écouté toute leur émission, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment le fun, de la manière qu'ils présentent leurs produits. C'est pas des experts qui se présentent en disant « moi, je sais de quoi je parle ». Au contraire, c'est des gens qui sont là pour découvrir, vivre une aventure, puis on le vit à travers eux. On se reconnaît à travers ces gens-là. Donc, ça me ressemblait aussi. À un moment donné, il y avait une offre d'emploi pour médias sociaux. J'ai appliqué, je suis allé là à temps partiel. J'avais mon entreprise que je démarrais aussi en même temps. Puis de fil en aiguille, le match a simplement augmenté. Ils ont eu une opportunité pour l'animation du show Rodent. Ils me l'ont fait. Ils avaient quand même vu que j'étais verbomoteur puis que je me débrouillais bien devant la t'es caméra. verbomoteur, toi? On va-tu le découvrir aujourd'hui? Ou Ben, je pense que oui. Je le sais déjà. On a déjà. Dans toutes les fois qu'on a joué ensemble, ça aurait pu être très long. Hein? Effectivement. Hein? Donc, fil en aiguille, on l'essaye. Ça fonctionne. Une belle réaction. On a une saison de tournée. Je suis extrêmement content. Beaucoup de choses à apprendre. C'est un nouveau métier. J'ai pas la prétention de dire que je suis excellent. Par contre, je vais dire que j'adore ça. Je suis vraiment un passionné. Puis, parce qu'on me permet de mettre les gens en lumière, les gens que je rencontre, ma blonde, les enfants, on peut apporter le monde. Donc, c'est pas moi la vedette. Moi, je suis le passeur de plan, je suis l'animateur, je suis le narrateur. Donc, ça me convient comme job. Puis, j'ai la chance d'aller me promener, rencontrer du monde qui connaissent vraiment ça. Quand on PA en est un, l'exemple, c'est un passionné dans un domaine. Donc, quand on rencontre des gens comme ça, c'est eux qu'on veut entendre parler. C'est pas moi. Donc, je vais poser des questions un peu comme tu fais aujourd'hui, d'aller chercher les sujets d'information de cette personne-là. Donc, vraiment trippant. Donc, ceci nous amène tout ça à nos différents thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Les 2 grands thèmes abordés seront le Yukon. 2e thème, l'Afrique. Des sujets chauds, mais surtout l'Afrique, pour les raisons qu'on connaît, veut pas, beaucoup de mauvaises conceptions par rapport à la chasse en Afrique. Donc, on va décortiquer ça. On va déstigmatiser ça, démystifier ça. Ça va vraiment être le fun. Donc, je te souhaite un bon podcast, Élie. Merci. Je suis certain qu'on va avoir du fun ensemble. J'en profite pour remercier aussi notre auditoire.
On a beaucoup de puristes qui s'intéressent à notre contenu, puis on trouve ça vraiment le fun, donc on le fait pour vous. Fait que continuez de nous écouter, c'est vraiment le fun. Donc, bon podcast. Merci. Élie, il y a un territoire au Canada qui s'appelle le Yukon. On dit que c'est un endroit où en fait, il y a plus d'orignaux que d'habitants. T'es allé 2 fois, je ne me trompe pas. Exact. C'est notre premier thème. Comment ça a été là-bas? Parle-moi de ça. Ça a été déboussolant, c'est différent. Autant j'avais des attentes, encore une fois, on va en parler dans chacun des thèmes. On a des attentes, mais on ne connaît pas l'endroit, on ne connaît pas la réalité tant qu'on n'y est pas allé. Donc, bien facile de partir avec le concept. On a vu des films à la TV, L'Homme Panache avec les racks de 70 pouces. On écoute ça depuis longtemps. Là. Les fameux films de L'Homme Panache, ça fait un petit bout là, que ça vire, ça. Là, puis ouais. ça nous a tout fait rêver là, en tant que chasseurs. Exact. Mais on voit toundra, peu d'arbres, des savanes. J'arrive là-bas, premier choc, la végétation, c'est plein de feuillus. C'est dense. C'était l'automne, on était en septembre, c'est jaune partout. Pas de rouge, pas d'orange, juste du jaune. Tu t'attendais pas à ça? Non. Je m'attendais à voir loin. On voit loin sur les dessus de montagne, c'est très montagneux. Donc, on a des belles visions, mais il faut que l'orignal monte sur le dessus de la montagne, qu'on le voit. Naturellement, le gros boc n'est pas porté à faire ça, on le sait. Il a l'intelligence de rester à couvert. Donc, pas facile à repérer quand même. Le call, l'appel, plus ça va, plus l'orignal s'éduque. Pareil partout, des animaux ultra intelligents. Donc, pas une chasse facile. On pense au Yukon, on dit on va débarquer sur le bord d'un lac, je vais caler, ils vont me sortir 2-3 mâles matures, je vais choisir lequel que je veux. Non, c'est pas ça la réalité. Non. Puis là, tu parles d'orignal, mais là-bas, il y a du grizzly, il y a du caribou, il y a différentes espèces là-bas. Là. C'est très différent du Québec. Là. Oui. Même les orignaux, en fait, excuse-moi, même les orignaux, c'est même pas les mêmes orignaux qu'ici. Non. C'est des gigas là-bas, je me trompe. C'est pas la même génétique, exact. Ouais. Donc, à âge égal, ils vont avoir un panache beaucoup plus imposant. C'est pas la même génétique du tout. Oui, très différent, de A à Z. Juste les permis, de la manière que ça fonctionne pour aller chasser là, 2 manières. Soit une pourvoirie, donc c'est 15 à 25 000 par animal que tu vas prélever, même plus. Donc, il faut avoir de l'argent pour y aller. Sinon, c'est les guides spéciaux. C'est des résidents du Yukon qui peuvent mettre leur nom dans le chapeau pour avoir accès à des tags, des permis pour des non-résidents. Ils ne peuvent pas être rémunérés pour ça. Donc, vraiment, ils vont le faire pour leurs amis, la famille, tout ça. OK. 30 quelques mille personnes qui habitent à Yellowknife, il y en a beaucoup qui viennent de l'extérieur. Donc, énormément de communautés amérindiennes. Je pense qu'ils en ont 10 ou 11 différentes. Oui, exactement. J'étais allé fouiller un petit peu là-dessus. Puis je pense que c'est ça. C'est peut-être entre 10 et 15 différentes Premières Nations. Toi, est-ce que tu as fait affaire avec eux autres un petit peu pour certaines chasses? On les a croisés un peu partout. OK. L'énergie va bien, la cohabitation va bien, tellement de territoires. Même les chasseurs, ils ne se marchent pas sur les pieds l'un l'autre. On n'a pas le droit de mettre des pancartes chasseurs à l'affût. Donc, les chasseurs, ils vont juste prendre un territoire, vont faire leur chasse, ressortent, puis ensuite, il peut y avoir un autre chasseur. Des francophones, beaucoup. Yellowknife, il y a 2-3 000 francophones. Ils ont une école secondaire en français. OK. Donc, beaucoup d'étrangers aussi, d'immigrants, parce qu'il manque de monde, comme bien des places au Canada, donc ils ont fait venir des immigrants. Encore une fois, on pense aller au Yukon avec une certaine population en tête. C'est pas ça. Dès le départ, nos stéréotypes sont brisés. La végétation est différente, c'est ultra montagneux. On tourne un croche en voiture, la vue, incroyable, on a les frissons. Aïe, aïe. Croche suivant, même chose encore, sans arrêt. Sans arrêt, les vallées, les montagnes, le téléphone, waouh. C'est vraiment une de mes places préférées que j'ai vues, que ce soit des voyages personnels ou pour le travail. C'est un de mes favoris, le Yukon. Je te cacherai pas que il va falloir qu'un jour je vive cet événement-là. C'est mythique. C'est tout simplement mythique, puis ça fait partie de mes projets éventuels d'aller faire soit une chasse là ou assister à une chasse là à un moment donné. Tu parlais des différences tantôt, tu as parlé au point de vue visuel. Oui. Tu parlais aussi, en fait, l'autre fois, on a eu des petites discussions, puis je pense qu'au niveau de l'appâtage, tout ça, c'est vraiment pas comme ici, là. Interdit. OK. Aucune forme. L'orignal, pas de bloc de sel, aucune saline, c'est interdit. Tous les animaux, l'ours noir, on ne peut pas faire de site d'appâtage, le nourrir, rien de tout ça. Donc, évidemment, la réalité est différente. On va comparer le Yukon, puis on va reparler d'un autre endroit tantôt. C'est pas pour dire qu'un endroit est meilleur que l'autre. C'est différent, ils ont une réalité différente. Puis, il faut le voir pour le comprendre. Là-bas, c'est tellement vaste, ils n'ont pas de chemin. Il n'y a pas de foresterie. On peut dire ce qu'on veut sur la foresterie.
ça a une quantité d'utilité incroyable. Ouais. Puis pour les chasseurs, on le sait, on le vit. Définitivement. Moi, si c'est pas des forestiers, j'ai pas de chemin pour me rendre à mon camp, on monte encore en bateau. Oui, puis pour le développement du cheptel, les bûchers au Québec ont énormément aidé parce qu'avec la forêt dense qu'on a, pour l'accessibilité aussi au territoire, comme tu dis, puis pour l'alimentation des cervidés en général. Exact. Donc, les forestiers servent beaucoup aux chasseurs. Là-bas, il n'y en a pas. Ils ont des mines. Autour des mines, il va y avoir un périmètre où il y a beaucoup de chemins. Sinon, outre ça, c'est sauvage, zéro chemin. Donc, à pied, 4 roues, motoneige, il faut se déplacer en forêt. Puis c'est tellement grand que si tu prends un endroit au hasard, peu de chances que tu tombes sur ton gibier. Donc, l'expérience va vraiment t'aider à t'aiguiller. Les autres chasseurs, transférer de l'information. « Hey, OK, j'ai vu des bisons là-bas, je suis allé en prélever un. » Donc, tu le sais que si c'était il y a une semaine, ils ne sont pas partis 50 km plus loin. Donc, tu utilises beaucoup l'information des autres chasseurs, puis tu pars en plein bois. Mais pas de site d'appartage. C'est vraiment de la belle chasse pour ça. C'est vraiment une chasse qui est extrême. C'est de la vraie chasse. Tu n'es pas là à attendre. Puis il y a plusieurs facteurs qui font aussi que c'est extrême. Parce que, inévitablement, quand tu as une présence des prédateurs comme des grizzlies, ça doit être assez hallucinant. On en a vu passer là, il y a quelques temps, quelques films assez impressionnants avec des grizzlies. Là. Ouais. Tu peux le chasser, le grizzly, là-bas. Absolument. Absolument. Les biologistes font un bon boulot. Comme ici au Québec, ça sort du cheptel qui est en santé, mais oui, le grizzly, il peut être chassé. C'est effectivement très impressionnant. Au Québec, on est chanceux, on n'a pas de prédateurs dangereux. Le loup, l'ours, il faut faire attention. Leurs tanières, leurs petits, mais on le sait qu'en général, ne sont pas du tout dangereux. À un moment donné, je me promène d'un sentier, puis j'étais avec le guide spécial. On n'a pas le droit d'être seul. Il n'est pas trop loin de moi, mais je suis en avant dans le chemin. Puis là, whoop, une grosse trace de grizzly. Whoop, des crottes. Vérifie, sont fraîches. Oh, quand même pas vieilles. Oups, petite trace de grizzly. Maman avec bébé. Oh. Emmené plein de crottes. Ils sont quand même assez fraîches. On tombe assez nerveux. On commence à blêmir un peu. Là. Ouais. Je me questionne, est-ce que je rebrousse chemin? Est-ce que je continue? Élie, t'as ton arme. T'es capable. Mais il faut que tu sois vigilant. C'est possible qu'il soit en train de t'observer. Puis lui, il est en train de t'identifier. Est-ce que j'attaque? C'est quoi comme animal? Si tu peux le repérer à ce moment-là, là, les bonnes vieilles techniques de prendre la place. T'es un bon colosse quand même. Là. T'es un bon colosse. Mais pour lui, je suis rien. Là. Un coup de patte, c'est terminé. Donc, il faut être vigilant 360 tout le temps, regarder, être sur ses gardes. Je ne ferais pas une petite somme de 15 minutes assis au pied d'un arbre. Puis tu as le droit de le récolter, cet animal-là. Oui. Parce que là-bas, différemment du Québec, ici où ce qu'on va vraiment cibler, tu as un permis, tu as un animal que tu peux récolter. Si tu as ton permis d'orignal, tu récoltes ton orignal dans telle ou telle zone. Là-bas, c'est pas comme ça. Non, exact. Puis c'est pas comme ça la plupart des provinces, puis bien des endroits dans le monde. Au Québec, on est chanceux, on est privilégié. À chaque année, tu le sais que tu vas aller chasser l'orignal. Au Nouveau-Brunswick, si tu n'es pas tiré au sort, tu ne vas pas chasser l'orignal cette année. C'est inconcevable pour nous autres de penser à ça, qu'une année, j'aurais pas le droit d'aller chasser l'orignal. Ça irait pas bien. Moi, si j'avais pas ma chasse en septembre, c'est impensable on pour attend nous tellement autres. après ça. Hein. Exact. Mais eux, c'est la technique qu'ils ont développée pour justement s'assurer du cheptel et tout. Ça fonctionne pour eux. Notre technique fonctionne. On le voit au Québec, l'orignal est très en santé. Donc, dans bien des provinces ou des territoires, ton tag, ton permis, il y a plusieurs gibiers disponibles dessus. Tu en prends un de ceux-là. Puis si, mettons, c'est le caribou, ben, tu as le droit à un forestier ou deux de la toundra, des caribous de savane. Ceux-là qui sont en des grosses hardes, là, des grandes quantités, des troupeaux. Là. Plus nombreux, cheptel plus en santé. Donc, tu as eu la chance de participer à une chasse dans l'un des troupeaux de caribous les plus masters du monde. Si je ne me trompe pas, c'est le troupeau de Porcupine River. Exact. C'est ça? Je ne sais pas à quel niveau il se situe par rapport aux autres troupeaux, mais c'est un troupeau quand même assez volumineux. Il parle d'à peu près 225 000 individus. Les caribous sont toujours nommés par la rivière ou le lac où ils vont mettre bas les femelles. Donc, eux, c'est la rivière Porcupine. Donc, ça s'appelle la tribu Porcupine. Cheptel en santé, il estime qu'on peut prendre environ 20% de ça sans affecter le cheptel. Puis, même avec les Amérindiens, on ne se rend pas là. Ce qu'eux prélèvent pour leur subsistance, ce que les chasseurs prélèvent, ça ne se rend pas à 20%. Donc, le cheptel va très bien. La croissance est là. L'environnement tolère ce troupeau-là, puis ils réussissent à trouver leur nourriture, la reproduction se fait bien, parce que je pense que les cheptels sont grandissants présentement au Yukon, là, au niveau du caribou. Là. Même au Québec, on en parle beaucoup.
C'est suivi parce qu'on le sait, ils ont enlevé la chasse au caribou à un moment donné parce qu'ils Oui. trouvaient que la population était trop en danger. Donc oui, ils vont bien. La difficulté avec ces animaux-là, c'est que le lichen, ça pousse très lentement. Quand eux sont très nombreux, puis qu'ils en mangent beaucoup, ça va être difficile après ça à en avoir. Donc encore une fois, la chasse ne va pas détruire, mais va servir à enlever ce cycle-là qui est trop prononcé, l'adoucir, puis favoriser une belle croissance soutenue d'une population. On a un autre bel exemple là. La chasse, c'est souvent un outil qui est très bien utilisé au Canada pour prendre soin d'une population. Puis c'est le cas là-bas. C'est le cas là-bas. Ils sont super en santé. On va très au nord pour les voir. Eux, ils partent de l'Alaska, vont faire une migration, vont entrer au Yukon, vont descendre. Respectent sensiblement les mêmes corridors d'une année à l'autre, mais quand on est allé en novembre, l'année d'avant, ils n'étaient pas descendus du tout. Ah, ouais. Ils avaient passé ailleurs, puis il n'y avait pas eu de chasse à cet endroit-là. OK. Donc, il faut quand même s'adapter. Ils ont des colliers émetteurs pour certains individus. Le gouvernement va suivre le troupeau, mais il remet l'information aux chasseurs 2 semaines plus tard. Ça, c'est vraiment pas pire. Quand même, ça serait trop facile. Ben, c'est trop facile ou trop dur. Parce que s'il n'y avait pas cette information-là, il faut que tu les trouves, tes caribous, là. Oui. Effectivement, si tu le disais le matin même, les caribous présentement sont là, let's go, allez-y, ça serait complètement inconcevable. Mais Exact. dans l'autre sens aussi, si tu pouvais pas avoir cette information-là, le terrain est tellement vaste que ça serait extrêmement difficile. Là. Oui, la collaboration des chasseurs très importante parce que de Yellowknife à l'endroit où les caribous vont traverser le chemin, c'est à peu près 10-12 heures de route. C'est loin. Là. C'est loin. 10-12 heures vers le nord. Ouais. On est vraiment à la frontière du territoire du Nord-Ouest et du Yukon. Donc, j'ai eu la chance de mettre un pied des deux côtés. Wow. Oui, ça a été très le fun. C'est pas le même décor que la chasse à l'orignal. Non. C'est comme 2 univers différents. Là. Exact. T'es en motoneige. Oui, là, on retrouve les petits arbres. La toundra, donc vraiment différent. Le cercle polaire, on franchit à un moment donné un parallèle. Ça dit bienvenue au cercle polaire. Donc, on se rend compte qu'on est dans un tout autre monde. Les aurores boréales, souvent on les voit au loin. Là, ils étaient au-dessus de nous. Parce qu'on est au nord. C'était incroyable. Tous les soirs qu'on pouvait voir, c'était vraiment quelque chose de majestueux. Le cercle polaire aussi qui influence sur la durée de la journée. Là-bas, une journée typique, c'est pas comme le même genre de journée de chasse ici. Là. Non. C'est le lever puis tout ça. Au caribou, ça change évidemment au courant de l'année à mesure de l'inclinaison de la Terre et sa rotation. Au caribou, quand on est allé en novembre, il faisait clair à 10h30 le matin, puis il faisait noir à 5h30. Donc, la fenêtre pour chasser, elle est petite. Ton laps de temps, il faut que tu en profites. Exact. Puis, parce qu'on est au cercle polaire, si les vents se lèvent, le blizzard, on ne voit pas à 1 mètre. Donc, certains, on a GPS, tout ça, mais ça nous tente quand même pas d'être au GPS avec des falaises, des montagnes, se promener en motoneige puis essayer de revenir en regardant le GPS. Il allait à tâtons, là. Non. J'ai vécu ça une fois dans le nord. J'ai vécu ça une fois dans le nord, ici du Québec. On était parti à la pêche. Puis la tempête avait pogné, mon gars. Puis on était reparti avec les 4 roues. Puis je te le dis, là, c'était tellement... Les éclairs nous tombaient de chaque côté du chemin. Puis il fallait y aller, là. On voyait à 1 mètre en avant du 4 roues. Puis à un moment donné, il fallait y aller. Il faisait noir. On avait attendu. À un moment donné, je me suis caché en dessous du trailer. Les gars riaient de moi. J'ai dit, les gars, les éclairs tombent partout. Mais non, il y allait de même avec la neige dans le nez ou la pluie dans le nez. Non, exact. Donc le matin, on attend d'être proche du lever du soleil. On peut partir à 10h, 10h15 du campement, mais on ne veut pas partir à 9h non plus. Puis c'est très montagneux, des falaises. Une erreur, flou, tombe en bas d'une falaise, puis ça peut être très dommageable. Puis là, l'hôpital la plus proche est à 12 heures de route. Évidemment, on pourra appeler des endroits différents pour du secours, mais on ne veut pas prendre de chance. Donc, on se déplace en motoneige, on fait 1 heure, 2 heures, on arrête à des endroits où on peut voir très loin. Puis là, parce que la végétation est moins dense, on peut vraiment repérer loin. On fouille, on trouve des caribous. Puis souvent, il avait l'air quand même proche, mais en réalité, c'est 10 km. Puis j'ai tellement de vallons à traverser. Tu fais de la longue vue, c'est ça? Oui, pas le choix. Donc, on les trouve, on essaye de les repérer, on s'avance, on essaye d'aller couper leur chemin, où est-ce qu'ils vont aller. S'ils entendent les motoneiges, ils vont fuir. Parce que c'est peureux, c'est très peureux. Oui, puis ils sont habitués d'être quand même chassés aussi, ils connaissent l'homme. Donc, il faut les approcher. On prend 1 heure ou 2, les trouver. Si on prélève, on le sait qu'il va falloir l'éviscérer, le ramener. Donc, on se garde un jeu en fin de journée aussi. On ne veut pas attendre de partir à 5h30 du point de chasse. Il faut vraiment partir d'avance. Puis que là, il fasse noir, puis c'est terminé. Là. Encore une fois, au GPS, avec les lumières de la motoneige. Non, ça fait pas. Il y a un soir où on a été pris dans le blizzard, puis on est revenu, il faisait noir. Ben, au campement, il était en mode
urgence. OK. Là, ils ont envoyé des motoneiges sur le dessus d'une montagne pour nous donner un point lumineux. Ils ne savaient pas si on était perdus. Là, ils étaient en train de discuter qui allait partir en search party, en groupe de recherche. Donc, OK. ils étaient là. Mais on s'en venait. On avait prélevé comme à la limite du temps raisonnable, le temps d'éviscérer, s'en venir tranquillement. Donc, on était correct. On n'a jamais été en danger, mais on était limite. Mais ça devait être toute une aventure, par exemple. Ouais. Ça fait partie de ton répertoire de tes aventures, probablement les plus intenses que tu as vécues. Oui, puis voir un caribou, je n'avais jamais vu autre qu'à la télévision. De voir le troupeau passer, c'était majestueux, c'était vraiment beau. Ça doit être majestueux. Puis tu sais, les femelles et les mâles ont des panaches. Fait que là, tu vois arriver ça de loin, ça doit être extraordinaire. Là. Exact. Puis là, il faut les différencier. On est à la caméra, c'est pas moi qui chasse. On est avec Normand Leroux, qui est un Québécois qui habite là-bas, son ami, son neveu. Donc, je les suis à leur chasse. Eux sont habitués, ils vont quand même d'année en année. Ils ont 2 permis chaque, donc on pouvait se rendre jusqu'à 6 caribous. Ça n'a pas été le cas. Là, la population, la harde commençait à arriver, OK. mais le gros n'était pas là. Parce qu'il y a des années où ça va traverser le chemin et puis la chasse est beaucoup plus facile si tu arrives au bon moment. Mais c'était pas le cas cette fois-là. Il fallait vraiment aller les chercher un peu plus loin. Les Amérindiens étaient là aussi, beaucoup du territoire du Nord-Ouest. Ils venaient, ils étaient d'un village un peu plus haut. Puis ils venaient, puis on les voyait chasser aussi. C'est que là, vous vous croisez. Là. Oui. Vous faites votre chasse. Il y a les Premières Nations aussi qui chassent en même temps. Oui. Fait que ça doit être quand même assez impressionnant aussi, ça. Oui, vraiment. Ouais. On est dans le même stationnement. Ils viennent stationner leur pick-up à côté OK. de où est-ce qu'on était, puis ils partent faire leurs choses. Puis il y avait d'autres chasseurs aussi qui ne sont pas nécessairement des Amérindiens. Il y a tellement de territoires, tellement de gibier. Personne est en compétition vraiment. Personne ne se pile ses pieds. Non. C'est certain que le matin, on ne veut pas partir dans les mêmes tracks, on veut se séparer. On le sait que si le chasseur est déjà passé 15 minutes avant moi, je ne tomberai pas sur un caribou. Ben, c'est comme à la pêche. Là. C'est comme quand la fosse, quand il y a une chaloupe qui a passé dans la fosse au doré, t'es mieux de t'en aller dans une autre fosse, puis on prend chacun notre direction sur le lac. Puis, ou travailler l'autre côté. Ouais, exactement. Mais la synergie, là, la cohabitation, elle est numéro 1. C'est intéressant de les voir. Qu'est-ce qu'eux font? Ils les prélèvent. Évidemment, ils n'ont pas les mêmes règles que nous pour le mâle, la femelle. Fait eux prélèvent le caribou, les apportent à leur village, reviennent le lendemain, puis ils font ça pendant que la horde, elle est là, qu'elle est disponible, pour après ça subvenir à leurs besoins toute l'année. Wow. C'est vraiment captivant tout ce que tu me dis là. Vraiment, c'est de le vivre. Encore une fois, on part avec nos idées préconçues. Ça va être facile, la chasse au caribou ou la chasse à l'orignal là-bas. Puis c'est pas le cas, il faut les travailler. On partait loin, puis c'était vraiment impressionnant. Des carcajous, on a vu des traces de carcajous. Très rare au Québec. Il y a du carcajou au Yukon? Ah Ouais. ouais, je savais pas ça. Oui. Donc, beaucoup d'animaux. De la perdrix, ils ont les mêmes que nous. Ils en ont une différente aussi. J'ai oublié le nom. Perdrix blanche, on en a vu beaucoup. Du lagopède. Oui, lagopède alpin. Des quantités de lagopèdes probablement assez impressionnantes parce que tout dépendant s'ils sont en migration. Là, parce que ils descendent quand même pas mal au sud, de plus en plus d'ailleurs. Oui. Parce qu'ils ont de la difficulté à s'alimenter dans le nord à cause de la croûte et tout ça à certaines périodes de l'année. Mais vous devez en voir, écoute, ça doit être impressionnant. Là. Oui, vraiment. Puis ils ont des belles lois. Ils font vraiment attention à leur nature. C'est interdit de laisser de la viande consommable sur place. Ta perdrix, si les cuisses sont encore dessus, tu peux avoir une amende. Tu la ramasses. Toute. À un moment donné, il me racontait une histoire où le caribou avait eu une cuisse de blessé par un autre chasseur. Ils ont laissé la cuisse là. Le garde-chasse, il a fallu qu'il s'explique. OK. Puis même, ça va plus loin. Dans ton congélateur, la viande qui a été brûlée par le froid, tu n'as pas le droit de l'acheter. Tu n'as pas le droit de nourrir les chiens avec. Interdit. Tu dois la consommer. Donc, toute la viande que tu as prélevée, tu es obligé de la consommer. Brûlée par le froid, c'est pas leur problème. Tu enlèves un morceau, tu manges tout ce qui est consommable. Puis, tu sais, honnêtement, on devrait prendre exemple sur ça parce que on s'entend que c'est très légitime. Là. C'est très légitime comme loi puis comme comportement humain aussi de protéger cette nature-là puis de protéger cet écosystème-là. Là. Parce que tout ça, à long terme, va avoir inévitablement des résultats qui vont être positifs. Là. Oui. Mais on voit au Québec la culture qui change. Ouais. Les nouvelles générations sont de moins en moins, on va le dire comme ça, viandeux. On fait vraiment attention, on veut le prélever, on veut aller chercher le maximum de l'animal qu'on a prélevé par respect pour la nature. Puis ce qu'on prend. Donc, je pense qu'on a quand même une belle culture au Québec qui s'en vient, mais continuons à en parler, continuons à démystifier ça, puis à le promouvoir. Ouais, c'est super. Fait que, merci pour ce premier point-là. On va aborder dans quelques instants le sujet de l'Afrique. Good. Donc, on enclenche la deuxième partie du podcast avec Élie Desgagnés de Rodon TV. Le deuxième thème, on va parler de l'Afrique. Un sujet chaud. On va démystifier un paquet d'affaires. Ça va être
écœurant. J'ai vraiment hâte de parler de ça avec toi. Avant de commencer, on a une nouvelle bière. Donc, on y va maintenant avec une petite grignoteuse. Mon Eileen Brown Ale. Je pense que tu es un gars quand même de brune, si je ne me trompe pas. Oui, dans ma palette. Dans ta palette. Ça, c'est comme un peu la version 2.0 de la Renard. C'est comme un espèce de upgrade. Une bière qui est assez maltée, donc qui est quand même assez colorée également. Le malt qui est utilisé pour ça, il est beaucoup plus torréfié. De là, la couleur plus foncée. Okay. Puis, il y a un malt aussi qui va vraiment goûter la noisette. Je ne l'ai pas bu souvent, la Brown Ale du Coureur des Bois. Moi non plus. Vraiment bonne. Fait qu'on va la découvrir ensemble. J'ai vraiment hâte de boire ça avec toi ce matin. Elle est excellente. Très bonne. Elle est nourrissante, comme on dit. Hein? Elle est riche. Elle est riche. Tu vois que tu prends une gorgée puis ça fait du bien. Donc, c'est super. On revient à notre sujet. Oui. L'Afrique. Tu es allé en Afrique. Tu as eu une expérience, je pense, assez extraordinaire là-bas. Il y a beaucoup d'aspects à aborder par rapport à la chasse en Afrique. On va commencer un petit peu. Fais-nous une introduction par rapport à ça. Comment s'est passée ton expérience là-bas, mettons, globalement? Là? Oui, ben je vais partir de mes sentiments. OK. On m'a dit, Élie, on va aller tourner en Afrique. Mm-hmm. Parfait, je pars avec plein d'idées préconçues. Je me dis, bof. Jamais j'aurais pensé aller en Afrique. Quelle idée préconçue, mettons? Bon, la chasse, ce ne sera pas vraiment de la chasse. Ça va être facile. Probablement qu'ils ne font pas attention à leurs animaux. Tu sais, là-bas, c'est un pays un peu plus défavorisé, donc il va y avoir moins de structures. Il n'y a pas de biologistes qui vont... Tu sais, tout ce qu'on a. Ouais. Puis moi, je veux pas aller en Afrique. C'est ce que j'entends de la plupart des Québécois. Bof, moi, l'Afrique, ça m'intéresse pas. C'est difficile à dire quand on y est jamais allé. On a des idées préconçues, peu importe l'endroit dans le monde. Mm-hmm. On sait ce qui est fait au Québec. On sait souvent même pas ce qui est fait en Ontario ou dans les Maritimes. En effet. Donc, comment on peut juger ce qui est fait là-bas sans y être allé? Comment on peut aller sur les médias sociaux et dire, en tout cas, c'est pas pour moi l'Afrique. OK, t'es déjà allé, t'as discuté avec des gens qui sont allés. Souvent, on parle à travers notre chapeau parce qu'on le sait pas. Donc, je pars avec plein d'idées préconçues, mais là-bas, une après l'autre, ça a été complètement détruit. J'ai adoré, c'est vraiment bien fait, c'est le fun. Donc, ça a été marquant. Ça a été marquant. La première année, je partais en me disant, je sais pas ce qui va arriver. La deuxième année, j'ai hâte. Je le sais comment ça va se passer. C'est de la vraie chasse. On traque l'animal, on travaille fort, puis ils prennent soin de leurs animaux. Je vais t'en donner plein d'exemples. Donc, ça a été vraiment révélateur pour moi. Puis, je le dis dans l'épisode qu'on voit à la télévision, jamais j'aurais pensé aller en Afrique, encore moins chasser. Puis maintenant, je me demande comment j'aurais fait pour vivre ma vie sans y aller. C'est aussi plus abordable qu'on pense. On se dit que ça va coûter 10 000, c'est pas le cas. 5-6 000 total, c'est faisable. Puis les bêtes, tout ça est inclus là-dedans. Donc, c'est plus accessible qu'on pense. C'est loin, mais ça se fait quand même bien. Puis j'ai vraiment adoré. On y retourne bientôt. Là, j'en peux plus. Ma blonde compte les dodos. C'est toute une run aller là-bas. Là. Vous prenez un avion de ligne. Oui. Puis. Montréal, Europe, soit Paris, Londres, puis ensuite Johannesburg, ensuite Port-Élisabeth. Donc, on se retrouve vraiment dans le sud de l'Afrique du Sud. C'est en Afrique du Sud. Oui, en Afrique du Sud, puis on est dans le sud. OK. Puis ensuite, on remonte 1h30 environ en voiture, 1 heure, jusqu'à Madjedje. Madjedje, c'est 2 Québécois qui ont ça. Oui. Eric et France. Ils sont tombés en amour de la place en 2014 quand ils sont mariés là-bas. Ils ont tout vendu leur business ici. Ils ont déménagé. C'est quelque chose, ça. Effectivement. Là-bas, il n'y a pas de territoire libre. Donc, sans offense pour... C'est correct. Tout appartient à quelqu'un. Majoritairement des fermiers, moutons, brebis, c'est très fort pour leur revenu en tant que pays, le bétail. Les antilopes peuvent sauter des 4-5 mètres de haut sans trop d'effort. Donc, les fermiers vont avoir des clôtures de 2 mètres, 3 mètres pour leur bétail. L'antilope peut sauter par-dessus, comme ça. C'est extraordinaire, ça. Effectivement. Fait que tu peux les encourager à rester chez vous, mais tu peux pas les forcer. Donc là, il faut s'assurer qu'il y ait de la végétation, de l'eau, d'autres animaux de leur espèce pour qu'ils veuillent rester chez vous. Fait que le fermier a ses brebis, ses moutons, mais il sait qu'il y a tel type d'antilope, tel type de cervidés, parce qu'ils ont aussi des cervidés. Donc là, il va faire venir quelques chasseurs dans son année, il va ramasser ce revenu-là afin de continuer à entretenir son terrain. Les seuls territoires libres là-bas, souvent, ça va être des réserves. Donc, c'est pas plus des territoires libres, mais ça appartient au gouvernement pour aller voir d'autres animaux qui sont pas
qui sont pas dans les fermes. Des éléphants, des lions, tout ça, ils ont été repoussés des fermes, évidemment. Ils peuvent pas gérer un animal comme ça avec leur bétail. Là, tu parlais d'eau tantôt, excuse-moi, je fais une petite parenthèse. Tu parlais d'eau tantôt, l'importance de l'eau, puis l'alimentation des animaux. Là-bas, ça va quand même assez... ça va pas super bien, je pense, en Afrique du Sud, au point de vue du climat, tout ça. Là, ils sont dans une passe assez chaude. Là. Depuis 2009, ils vivent une sécheresse. C'est la plus grosse sécheresse, la plus longue sécheresse que le pays a connue depuis que c'est répertorié. Évidemment, on ne peut pas remonter à des milliers d'années. Donc, ils doivent mettre des solutions en place. Les animaux sont vulnérables présentement. Là. Oui, mais grâce au territoire privé puis aux propriétaires, ils sont bien entretenus. Donc, prenons Majéjé comme exemple. Ils ont 75 km de tuyaux noirs qui irriguent les montagnes, qui prennent le canal créé par le pays, par le gouvernement pour envoyer de l'eau un peu partout dans le pays. Donc, ils prennent ça pour irriguer leur terrain, pour faire des bassins à certains endroits. Ils font des éoliennes qui vont pomper la nappe phréatique pour, encore une fois, créer des bassins. C'est des gros bassins en ciment. Fait qu'ils n'ont pas le choix de fournir l'eau aux animaux s'ils veulent que ça continue, ça grossisse, pour que le cheptel soit en santé. Donc, ils en prennent soin. Sans ça, les animaux, c'est certain que la population, elle aurait une diminution puis un défi de plus. Fait que les chasseurs qui viennent payer un montant pour aller prélever des animaux, c'est avec cet argent-là qu'ils vont être capables d'investir puis d'entretenir leur terrain. Ben oui. Donc, encore une fois, le chasseur va servir à l'équilibre puis à la bonne santé de son milieu, non pas à la destruction. Complètement l'inverse. Puis ça, on penserait pas à ça, honnêtement. Puis tu sais, tu m'en parles aujourd'hui, puis honnêtement, je te cacherai pas que je suis quand même assez surpris parce que je me serais pas tant attendu à ça, là. On a un petit peu inévitablement depuis qu'on est tout jeune, tous les animaux de la savane, tous les zèbres, les rhinocéros, les lions, veut pas, c'est un petit peu, ça fait partie de nous. Puis en tant qu'enfant, ces animaux-là sont majestueux, sont emblématiques, sont mythiques. Enfin, que tu apportes ce point-là, que là-bas, les pourvoyeurs ou les individus qui sont là-bas vont faire des démarches qui vont favoriser à la survie aussi de certains animaux, mais ça fait quand même plaisir à entendre. Là. Oui. Ouais. On a tous eu un toutou de lion étant jeune. Ouais. On a tous grandi avec des images de ça qu'on voit partout. Donc, pour nous, oui, il est emblématique. Mais tous les animaux sont importants, peu importe la grosseur, le type. La perdrix, elle a son importance. Le dindon sauvage, même s'il est moins joli. Fait que, tu sais, faut pas se dire... Parce qu'il est plus beau, plus gros, plus majestueux, il a plus d'importance qu'un autre. Puis les chasseurs, on le comprend bien, c'est un tout. Ils sont tous dans le même ensemble. Dans l'écosystème. Exact. Ouais. Donc, quand on chasse, on le comprend. Puis c'est ça qu'on veut éduquer aussi les gens, c'est que non, nous, on en fait partie. On n'est pas là pour le détruire. Au contraire, on est là pour l'encourager, de l'entretenir. Comment se passe la chasse là-bas? Qu'est-ce que tu as chassé comme animaux là-bas? Là? J'ai vu un petit peu les vidéos de Rodan, c'était vraiment excellent. Mais parle-moi un petit peu de la chasse là-bas. Là. Donc, beaucoup d'antilopes. Les antilopes ne perdent pas leurs cornes. Ça va grandir tout le long de leur vie. Ils font très attention à l'âge de l'animal qu'on va prélever. Okay. C'est pas tu tires n'importe quoi. Ils ont des encans pour des mâles dominants avec une forte génétique. Donc, tu achètes des mâles. On était là, il avait acheté un coudou de 60 000 US ou peu importe. Il lui fait venir sur son domaine pour accoupler les femelles, avoir une forte génétique. C'est certain qu'il ne laissera pas prélever ce coudou-là. Non plus le jeune mâle qui est au tiers de sa vie, déjà des cornes majestueuses. Qui a un beau futur devant lui. Là. Exact. Tu ne touches pas à ça. Okay. Il va attendre de trouver, puis ils ont des repères. Les cornes vont être usées dans le bout, des pointes blanches. Puis, effectivement, chaque fois qu'on prélevait l'animal, il disait « Regarde, les dents là, sont toutes usées. » À un moment donné, il y a de la misère à manger. Il est vieux, il vit environ 9 ans. Lui est rendu à 7, 8. Il est en fin de vie, donc c'est la bonne bête à prélever. Il y a des signes avant-coureurs d'un certain déclin au niveau de la vitalité de cet animal-là, dans un sens. Là. Les os, on les voit souvent. Le plus vieux va commencer à perdre du poids, maigrir. Okay. On voit les os, les cornes, tout ça. Puis les guides, ils font ça à l'année longue. Là-bas, un guide, c'est une formation universitaire. Ils appellent ça les Professional Hunters, les PH, donc des chasseurs professionnels. C'est à l'université. Des formations sur plein de choses, dont la photo, entre autres. La petite photo, elle est importante. J'ai complètement changé ma manière de prendre des photos pour les animaux. Ils donnent vraiment une belle notion. Ils peuvent traîner un 9 mm en tout temps. On allait jouer au golf. Le guide avait son 9 mm dans les poches en tout temps. Donc,
Encore une fois, complètement différent à ce qu'on connaît. Puis il n'y a pas de problème avec les guides qui traînent leur arme comme ça. Ils sont formés, ils sont sécuritaires, c'est leur métier. Donc, eux, ils les connaissent, les animaux. Ils le voient. Non, trop jeune, oui, trop vieux, puis ils prennent le temps de l'observer. Comme le coudou, les cornes, à mesure, ça fait des spirales. À mesure qu'il vieillit, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Quand il est jeune, ça pointe par en arrière. OK. Mâle mature va être comme ça. Un monstre, il est rendu que ça pointe par en avant. Ah ouais. Donc, à un moment donné, on en voit un dans un flanc de montagne. Puis les gars ont passé un bon 15 minutes à l'observer en se demandant est-tu correct, est-tu pas correct. On voit juste les cornes. Ils reflètent au soleil. Les gars l'ont vu à cause de ça. Ça brillait un petit point qui brille. Là, le momentum il est au max, mais c'est pas nécessairement lui que tu vas récolter tout le temps. Là. Comme là, à un moment donné, on a décidé de le laisser passer, de le lâcher parce qu'il était pas assez mature. Les guides pensaient qu'il allait pouvoir grossir plus, puis il n'était pas au bout de sa vie. Donc, ils l'ont laissé aller. Il a dit non, on continue. Puis c'est un territoire privé, donc on se promène à l'intérieur de leur territoire. Si on décide de prélever selon ce qui se présente, ça peut être très rapide parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'animaux. Il y a toutes sortes. Des autruches, des impalas, des koudous, nialas, des élans. Des élans, ça ressemble d'une vache avec des cornes twistées. Ça, c'est l'animal, si on veut, emblématique. Un jeune chasseur là-bas, à l'époque, devait aller tuer son propre élan seul afin de devenir un homme. Donc, c'était dans la culture sud-africaine d'aller prélever cet animal-là. Donc, il est très emblématique. Comment il l'appelle, t'as dit? Élan. Il l'appelle l'élan. L'élan, comme le nôtre. Comme un orignal. Ouais. Mais ça ressemble pas d'un orignal pantoute. Non, ça ressemble vraiment à une vache. OK. Puis ça peut sauter 4 mètres. OK. Mais ça c'est peut-être un point qui ressemble un peu à l'orignal, parce que l'orignal, on s'entend que ça peut bondir assez haut aussi. Oui, là. exact. C'est assez impressionnant. Mais la physionomie des antilopes leur permet vraiment de faire des sauts impressionnants. Ouais. On a vu un coudou à un moment donné passer dans le chemin. La clôture, elle a 10 pieds. Là. Aïe, le coudou, saute par-dessus comme si de rien n'était. Fait que tout est pensé là-bas. Tout est orchestré, tout est équilibré. C'est pas du hasard. C'est bien fait. Là, leur économie, 30%, c'est des safaris. OK. Safari photo, safari chasse. Il y a 60% de safari photo, 40% de safari chasse. Donc, il y a encore plus de photos. Donc, eux, ils en veulent des animaux. Ils veulent pas dire aux chasseurs, ben prends n'importe quoi, puis tire à la botche, puis... Ils veulent que cet équilibre reste, puis qu'il y ait une belle variété, puis que la personne qui va là-bas va pouvoir vivre des expériences qui sont uniques. Puis, sans remplir les yeux. On se promenait avec des autruches, les gnous, partout, des animaux différents, les oiseaux. As-tu vu des rhinocéros? On a vu des rhinocéros, il a fallu se déplacer dans une réserve pour ça. Donc, chez Majiji, aucun animal dangereux. Okay. Le rhinocéros peut être quand même assez féroce. Je pense que c'est une des bêtes les plus féroces qui existent même sur Terre, à moins que je me trompe. Je me mélange peut-être avec l'hippopotame. L'hippopotame est le plus meurtrier en tant que décès pour l'homme, mais le rhinocéros est très territorial. Quand on était dans la réserve, ça a été sérieusement une des expériences les plus spéciales de toute ma vie, cette visite-là en réserve. On est dans un pick-up, dans la boîte, avec des sièges, un toit, tout ça, mais il n'y a pas de grillage entre nous et les animaux. On va au zoo à Saint-Félicien, on a des ours, il y a un grillage qui nous sépare. Là-bas, des rhinocéros, des lions, rien qui nous sépare. Quand on a fait notre visite à la réserve, il y avait 2 mâles, un mâle et une femelle, ils avaient appelé Bonnie and Clyde. Il avait été rescapé, ces 2 rhinocéros-là, suite à une attaque de braconnage. Donc, on les voit. Le guide nous dit, la femelle très gentille, très passive, aucun danger. Le mâle, c'est certain qu'il va nous charger. Vous allez voir, il va s'avancer tranquillement. Puis à un moment donné, quand il va être très près, je vais prendre la décision de ce qu'on doit faire. Et ça se peut que je prenne la décision de rester ici. Faut pas que tu te sauves, c'est ça, hein? Ça peut être ça, exactement. Ça peut On être avait ça. même vu des pick-up avec des trous dans le côté. C'est un rhinocéros qu'ils avaient chargé. Puis comme ça s'est passé exactement comme il nous l'avait décrit, à mesure qu'il parlait, le mâle va se rouler dans la boîte, ressort, va se rouler dans la boîte, ressort, il s'approche. Puis là, il nous disait tout le temps, regardez-là, il s'approche. Puis là, comme sa dernière fois qu'il est allé dans la boîte, il dit, OK, là, si j'étire plus longtemps... Là, c'est trop de boîtes, là. Ouais, exactement. Là, il va me charger, puis il va me repousser de son étang. OK. Donc oui, ça peut être quelque chose. Vraiment des beaux animaux. Leurs cornes, ils vont la façonner comme ils veulent. Ils vont la frotter sur les roches. Certains plus batailleurs vont la mettre vers l'avant. Certains vont la mettre vers l'arrière. Okay. D'autres vont la mettre plus effilée. Chaque rhinocéros, selon sa personnalité, va sculpter sa corne. Ça, c'est comme quand Élie Desgagnés s'est rasé un matin avant de venir au podcast Territoire Libre. Là. Ben, il se la place, là, puis tu sais. Exactement. Hein? Puis c'est fait de la même matière. La corne de rhinocéros est faite du même truc, des mêmes molécules que tes cheveux, OK. tes ongles.
pareil. Fait que c'est pas complètement débile ce que je viens de dire là quand même. Non, c'est exactement ça. Hey, c'est intéressant. On parle de rhinocéros, c'est super. Ben, il y a de quoi d'un peu moins super. L'autre fois, on a abordé du braconnage. Ouais. Il y en a encore. Oui. Si on parle... Il y en a un crinqué. Si on parle d'Afrique, on pense à braconnage, mais il y en a encore en 2023 du braconnage, c'est ça? C'est triste, puis c'est financé par des gens qui ont de l'argent. Le rhinocéros, il en reste environ 6500 en Afrique du Sud. Il s'en tue 1000 par année. C'est énorme. Le décompte est facile. Le compte est facile. Le temps est compté. Mm-hmm. Puis c'est triste parce qu'il y a des choses qui pourraient être mises en place. Malheureusement, l'opinion populaire va à l'encontre de ce qui peut être fait. Puis encore une fois, c'est par manque d'information, manque d'éducation sur le sujet. La corne, elle est exactement comme nos cheveux, nos ongles. Mm-hmm. On la coupe, aucune douleur. Mm-hmm. Elle vaut, je vais donner un chiffre qui est pas exact, mais pas loin. Elle vaut 250 000 US sur le marché noir. Donc, le braconnier n'a pas les moyens, mais se fait financer, arrive en hélicoptère, tire le rhinocéros, descend, coupe, remonte, est parti, ça a pris 10 minutes. Là, tu me parles vraiment d'abattre le rhinocéros. Oui. On parle pas de l'endormir. Là. Non, parce que le braconnier n'a pas le temps. Mm-hmm. S'il se fait prendre, ça peut être prison à vie. C'est très grave là-bas, ce braconnage-là, mais ça vaut tellement cher, cette corne-là, que ça se fait encore. D'ailleurs, Bonnie et Clyde, qu'on a visité, ont été tués T'es sérieux? il y a quelques mois. Ils avaient déjà survécu à un assaut de braconneurs. Le deuxième, ça n'a pas fait. Ils ont été tués, ils ont été charcutés. Donc, on a cet animal-là, cette corne-là, qui n'a aucune propriété médicale, quoi que ce soit, malgré ce que certains endroits dans le monde pensent. Il n'y a pas de propriété, c'est des cheveux, c'est des ongles. Puis ça lui fait pas mal. Pourquoi? Puis c'est ce que les gens là-bas suggèrent. Pourquoi elle n'est pas, puis c'est la solution qu'ils proposent, vendue ouvertement. Donc, le propriétaire endort son rhinocéros, lui coupe sa corne, la vend pour tuer le prix du marché. Ça va avoir l'effet que le marché noir n'aura plus de valeur. Donc, ça ne vaudra pas la peine de financer l'hélicoptère à des braconniers pour qu'ils aillent. On peut faire la référence avec la SQDC au Québec, inévitablement. C'est un petit peu ça qui a été tenté un petit peu au niveau de ce gros projet-là qui a eu lieu dans les dernières années. Possiblement. Mais en ce moment, parce que le marché noir est tellement fort, ils ont essayé de couper les cornes des rhinocéros. Ils se sont dit, si on enlève la corne, ils ne viendront pas le braconner. Mais le petit morceau qui reste T'es pas sérieux. est encore trop... Ben voyons donc. Il y a trop de valeur. Donc, les braconniers viennent chercher juste le morceau. C'est saisissant, ça. Donc là, on se retrouve avec une population de rhinocéros qui va disparaître d'ici maximum 10 ans en Afrique du Sud. Est-ce qu'il y a des agents qui sont... Est-ce qu'il y a y a-tu comme des escouades contre ça? Il y en a Est-ce plein. que c'est combattu, ça? Il y en a plein. Ouais. Puis les propriétaires... On se rappelle, pas de territoire libre. Donc, les braconniers sont toujours dans les propriétés du gouvernement ou des propriétés privées. C'est certain. Puis Majiji en ont eu des épisodes de braconniers. Ah ouais. Donc, ils ont pris action, puis ils se laissent pas faire. Fait que les braconniers, ils mangent ça chaud, là. Ils n'ont pas la vie facile. Mais tant que le marché va être assez lucratif, on le sait, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ouais. Tant que le marché va être assez lucratif, ça va arriver. Donc, mondialement, si on dit hey, on va vendre des cornes de rhinocéros pour sauver le rhinocéros, ça passera pas. Ça passera pas à l'opinion publique. Non. C'est ça l'affaire. C'est triste. Ça va être mal perçu. Exact. C'est triste parce que c'est ça qu'il faut faire. Mais ça serait la solution À court terme. à court terme. À court terme, on les sauve, on tue le marché, puis ensuite, on se demande si on pourrait pas en place éduquer les gens qui veulent l'acheter, que ça n'a aucune propriété. Parce que c'est sûr que d'enlever la corne du rhinocéros, inévitablement, sur tous les processus qu'il va vivre au niveau de la reproduction, ça doit quand même influencer aussi. Probablement. Parce que comme l'orignal, ça doit être un élément qui est quand même majeur au niveau de la reproduction, puis au niveau de la danse des amours avec les femelles, puis tout ça. Absolument. Fait que peut-être qu'il y a certains aspects aussi comme ça qui doivent être considérés dans tout ça. Là. Exact. Mais pour une réserve qui a 2 rhinocéros, un mâle et une femelle, il n'y a pas cet enjeu-là. Moi, je comprends. Donc, eux pourraient être utilisés pour tuer le prix du marché. Mais c'est ça. C'est des débats. Encore une fois, on voit arriver avec des idées préconçues, pouvoir juger de ce qui se passe ailleurs. Moi, j'aime pas ça, ce qu'ils font là-bas. Mais si tu le sais pas, tu devrais peut-être juste pas en parler. Parce qu'on comprend pas la réalité là-bas. Puis quand on va en Afrique du Sud ou ailleurs dans le monde, c'est partout pareil. Là, on comprend à quel point c'est correct. On est jugé parce qu'on tue le roi des forêts ici, l'orignal. Ouais. On est jugé pour ça, ailleurs dans le monde. Mais quand on le sait, à quel point les biologistes font un bon travail et que la population de l'orignal va comme ça, elle n'est pas en diminuant, il est en santé.
Pourquoi? Parce que les chasseurs investissent un montant d'argent, le gouvernement investit un montant d'argent, on le régule, on le surveille, puis on en prend soin. Mais il a fallu qu'on fasse ces actions-là. Il a fallu qu'on s'arrête, il a fallu qu'on prenne des décisions, puis qu'on mette ça en application. Parce que si à un moment donné, on ne fait rien, ben, je veux dire, il va y avoir des déclins, là, il va y avoir des problématiques. C'est la même affaire pour en Afrique. Enfin, j'ai trouvé ça intéressant que tu dises, ailleurs dans le monde, il y a une perception négative par rapport au fait qu'ici, on récolte le roi des forêts. Puis je pourrais faire la référence avec le lion là-bas. Là-bas, c'est le roi de la jungle. Oui. Donc, ça m'amène à ma prochaine question. Qu'est-ce qui peut, selon toi, justifier de tuer une bête qui est aussi incroyable qu'admettons un lion? Là? Oui. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Là? Ben, toutes les bêtes sont incroyables. On le sait, on est des chasseurs. Ils font toutes partie d'un tout. Ouais. La moins belle, la plus petite, est aussi importante que la plus majestueuse, la plus grosse. C'est certain que le niveau d'intelligence de ces animaux-là n'est pas tous égaux. Puis je ne parlerai pas du lion spécifique. Je vais parler de différentes sortes, mais on peut le rattacher au lion. Lorsque le mâle dominant est à la tête du troupeau ou de la herde pendant X nombre d'années, c'est toujours la même génétique qui est redonnée. À un moment donné, avoir une nouvelle génétique, ça va être bénéfique. C'est bénéfique. Ouais. Exact. Pour les maladies, pour la santé, tout ça, moins de malformations. Donc, tu veux pouvoir changer ta génétique. Inévitablement, le numéro 1 sera un jour défié par le numéro 2 et inévitablement, un jour, le numéro 2 va gagner. Puis les combats vont être sanglants. Sanglants. Ça sera pas facile, ça. Là. Sanglants. Et les girafes, là, quand ils se cognent, là, parfois les deux vont mourir tellement qu'ils se sont brisés les côtes puis qu'il y a des hémorragies internes. Donc, quand tu as ton numéro 1 qui a fait pas mal toute sa vie, qui est rendu au bout, il lui reste quelques années, puis parfois, il va être infertile parce qu'il est rendu trop vieux. Il n'y a plus un lionceau ou plus un bébé qui va sortir du troupeau de la harde. À ce moment-là, tu as un chasseur qui est prêt à payer un gros prix pour aller le prélever, cet animal-là. Soit il meurt aux mains d'un chasseur, soit il va être chassé par le numéro 2, puis il va aller mourir de faim en exode après ça, seul. Blessé, complètement mutilé de ce combat-là. Puis ça va prendre un mois qu'il meurt, il va maigrir, il va devenir faible, puis il va mourir. Donc, lequel est le plus barbare? Puis, dans le cas où le chasseur donne un certain montant, le propriétaire de la terre, de la réserve, peu importe, utilise ce montant-là pour continuer à entretenir tous ces autres animaux. Donc, si c'est bien fait de prélever un mâle de temps en temps au bon moment, non seulement ça nuit pas à ces animaux-là, ça les aide. Ouais. Ça les aide, puis le propriétaire a de l'argent, de l'eau, d'autres animaux, va en acheter, va aller chercher de la génétique différente ailleurs dans le pays pour le faire venir mélanger son troupeau. Donc, encore une fois, quand c'est bien fait, c'est pour le bien de l'animal. Parce que s'ils en ont plus, ils n'ont plus de safari photo, ils n'ont plus de safari chasse, ils viennent de tuer le tiers de leur économie. Fait qu'ils ne sont pas là pour faire n'importe quoi. Ils font les bonnes choses. Fait que peu importe la race, l'orignal est magnifique. Que ce soit un ongulé, que ce soit un félin, un canidé, peu importe. Je pense que le fait que le lion soit un félin, peut-être que c'est là aussi que ça accroche certaines personnes. Mais ce que tu viens de justifier là, ce que tu viens d'élaborer, le point de vue, il est facile à comprendre. C'est pas juste un point de vue, en fait. C'est que c'est des faits. C'est des faits, je pense, qui sont quand même assez quantifiables et vérifiables aussi. Exact. Donc, je trouve ça vraiment... C'est des faits que la chasse ne détruit pas la nature et l'environnement. C'est un fait, on l'a prouvé. Si c'est fait n'importe comment, OK. Mais c'est pas le cas. C'est plus le cas aujourd'hui. Puis la viande du lion ou de l'autre animal, elle est consommée. 100% de la viande est consommée. Ils n'ont pas le luxe de pouvoir en jeter. C'est clair que non. Toutes les bêtes qu'on a prélevées ont été rapidement éviscérées, envoyées à la boucherie. Ils ont nourri tout leur staff. Ils en envoient au village voisin qui n'est pas très riche. Puis le reste, ils le vendent dans les épiceries. À l'épicerie, tu vas voir venaison sur ton paquet. Tu sais pas si c'est de la girafe ou du coudou. C'est de la viande. C'est de la viande, elle est fraîche, elle est consommable. Tu la prends, puis là-bas, ils n'ont pas de sapin. Donc, le goût, c'est certain qu'il est plus facile. C'est toujours la même végétation à l'année. Donc, le goût, c'est pas un goût fort. C'est des super bonnes viandes à consommer. Ils sont tous consommés. Donc, encore une fois, on se dit, tel animal est tellement beau, il ne faut pas le tuer absolument. C'est plus complexe que ça. Si on va connaître l'endroit, le comprendre, on comprend justement à quel point qu'il y a une manière de le faire. Partout. Ici, on a trouvé notre synergie avec la nature. Eux, ils l'ont trouvé aussi. Fait qu'on ne peut pas juger de la leur sans y avoir été et sans la comprendre. Wow. Merci pour ces beaux mots, Élie. Merci. Monsieur le... Comment ils disent ça en Afrique, un chasseur? Yarter. Yarter. Monsieur le Yarter. Il y a un autre animal que j'aimerais qu'on jase un petit peu. Oui. Le fameux zèbre. Parle-moi donc du zèbre en Afrique. Je pense que c'est pas ton animal préféré nécessairement. Bien,
quand on est arrivé là-bas, ils nous demandent quel animal vous voulez prélever, tout ça. Donc, on les regarde, ils sont beaux. Puis le zèbre, c'est beau. Ouais, c'est beau. Une peau de zèbre, c'est magnifique. Un arbitre. Ouais, exact. J'aurais pris un arbitre dans mon salon. Puis là, on se questionne, est-ce qu'on peut mettre ça dans une émission de télé? Ben non, l'opinion populaire peut pas prendre un zèbre. Puis là, je pose des questions, OK, mais quel genre d'animal c'est? Puis c'est pas un animal qui est très amical, très jovial. C'est pas très chômé, là. Non, vraiment belliqueux, territorial, même entre eux autres, vont être rough. C'est pas un animal de fun. Puis c'est pas pour rien que l'humain a décidé de monter le cheval et non le zèbre. Il n'y a pas de troupeau de zèbres monté, domestiqué, ça n'existe pas. Puis c'est ceux qui l'ont essayé, là. Dans l'histoire de l'humanité, c'est ceux qui l'ont essayé. Clairement. Puis ça n'a pas fait. Fait que là, on a un animal qui n'est pas super smart, mais à cause de l'opinion populaire, parce qu'il est en pyjama, parce qu'il est beau, on ne peut pas le prélever. Donc, tu sais, encore une fois, les idées préconçues, ça fait quoi si on prend le mâle dominant une fois de temps en temps, quelques-uns? Est-ce que cet animal-là vaut plus qu'un autre parce qu'il est plus beau? Pas à mon sens à moi. Malheureusement, pour le pourcentage de gens qui ne sont pas des chasseurs ou des anti-chasseurs, eux, ils vont se ranger vers l'opinion populaire qui est, ben non, il est beau. Il est beau, donc, il ne faut pas le chasser. Mais le chasseur est au-delà de ça. Lui, il comprend le tout. Puis tous les animaux sont importants. Puis on le sait, là, quand on prend une vie, c'est pas un acte facile. C'est un acte lourd de sens. Définitivement, puis c'est de là l'importance aussi, tu sais, depuis le début, en fait, encore aujourd'hui avec toi, on n'a pas parlé, je sais pas si c'est un peu hypocrite, mais tu sais, on dit rarement, en tout cas, je sais que toi, t'es comme ça, mais on dit rarement tuer la bête, tu sais. Puis je sais qu'il y a du monde qui critique ça, mais tu sais, moi, je parle souvent d'une récolte. Puis, tu sais, sans faire nécessairement référence avec tout ce qui est la botanique puis le jardinage, mais il reste que c'est quelque chose que tu vas aller puiser de l'univers. De l'univers, tu vas chercher ça de son habitat naturel, tu vas le récolter de son habitat, puis tu vas t'en nourrir. On le fait pas pour rien. C'est pas juste l'acte de tuer, mais c'est quelque chose qui est excessivement symbolique. Oui. Puis j'aime ça que tu abordes ça, le fait que, tu sais, il y a de quoi autour de ça. C'est pas juste d'abattre une bête, c'est d'aller la récolter à des fins qui sont réfléchies, puis principalement pour se nourrir, mais il n'y a pas juste ça aussi. C'est tout ce qui entoure ça. Là. Exact. Puis il faut faire attention. On veut être politically correct, faire attention à l'opinion populaire. Donc, on va utiliser des mots un peu plus délicats, mais en même temps, on se peinture dans le coin du mur. J'asais avec des Français qui m'ont dit, Élie, pendant des années, on a fait ça. On s'est reculé en laissant... Ben, finalement, on le fait juste pour ces raisons-là. Ils ont laissé aller les autres raisons qui sont valides aussi, puis se sont retrouvés avec un manque d'arguments à un moment donné. Écoute, l'animal, on le tue. C'est lourd de sens, puis c'est justement ça qui fait qu'on est capable de vivre en harmonie avec la nature parce qu'on comprend à quel point cet acte-là il est important. Quand tu vas acheter ton paquet de viande à l'épicerie, là, t'es loin de l'action, comment l'animal a été traité à l'abattoir. Là. Ah, t'es loin de la base, t'es loin de la mise à mort. Là. Déconnecté complètement. Déconnecté. Donc, quand tu es sur le terrain, puis tu le fais, puis tu le vis, puis ça vient te chercher. Puis je demande toujours cette question-là partout où je suis allé, à tous les chasseurs, est-ce que ça te fait encore quelque chose? Puis tous les chasseurs m'ont répondu la même chose. Quand ça me fera plus rien, je vais arrêter. Ouais. Quand je vais être déconnecté de la nature, là, à ce point tel que moi, je vais me tirer un rang au-dessus, là, ben, je vais arrêter de chasser. Fait que ça, là, ça me fait plaisir de voir cette mentalité-là dans tous les chasseurs qui sont là pour les bonnes raisons. Vraiment. C'est vivre en communion avec la nature, puis pas être au-dessus d'elle. Dedans, toutes les vies sont importantes. Il n'y en a pas une qu'on va négliger. Mais c'est ça, c'est un tout. Moi, quelque chose dans ma vie de chasseur que j'ai adoré, mais qu'en même temps, j'ai trouvé très intense, c'est de récolter, admettons, un orignal dans mon cas, parce que c'est la principale bête que je vais chasser, c'est de récolter un orignal seul. Toutes les fois que j'ai récolté mes orignaux seul en plein bois avec la bête, ça m'a vraiment... À l'intérieur de moi, ça m'a apporté quelque chose qui est, honnêtement, on ne peut pas décrire ça. Non. C'est indescriptible parce que c'est très profond. Puis ce qui se passe dans ta tête, ce qui se passe dans ton cœur quand tu vas chercher cette bête-là, ça se décrit pas. Il n'y a pas de nom à ça, je pense. Parce que c'est une émotion qui est, en fait, c'est ça, c'est indescriptible. C'est pas de la culpabilité, c'est pas nécessairement de la fierté, c'est autre que ça. C'est viscéral, oui. C'est viscéral, puis c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment de quoi que je me passerais pas, en fait. Là. On a l'impression de faire partie d'un tout qui est plus grand que soi. On a J'aime l'impression de trouver sa place dans quelque chose de grandiose, puis vraiment d'être ensemble avec, pas au-dessus.
pas en dessous, juste dedans. Ben ça c'est gratifiant. Puis je vis les mêmes choses aussi. Chaque fois que je prélève une bête, je me sens vraiment choyé de pouvoir faire partie de cet ensemble-là. Puis tu sais, ça date depuis des milliers, des millions d'années les chasseurs sont là. C'est viscéral, tu sais, puis on n'a pas inventé ça, nous autres, depuis 100 ans, là, la chasse. Là. Non. C'est loin de là. Fait que je pense que c'est vraiment ça. C'est à l'intérieur de nous, puis... ouais. Oui. Puis, éduquons. C'est correct que des gens ne veuillent pas chasser, c'est parfait. Éduquons-les sur ce qu'on fait. On n'est pas des barbares, on ne détruit rien. Au contraire, je pense qu'on est les derniers défenseurs de la nature. Exactement. On est les derniers gardiens. On y va, on l'observe, on l'apprend, on s'en nourrit, puis on veut vivre avec elle. Donc, on est vraiment les derniers gardiens qui sont là contre la surconsommation, la surpopulation. Nous, on fait comme, non, on va garder le plus de forêt possible avec le plus de gibier possible, s'il vous plaît, puis prenez mon argent pour l'entretenir. Ouais. Si tout le monde pensait comme ça. Exact. C'est malheureusement pas le cas. Écoute, sur ces belles paroles, on est décollé on dirait qu'on fait un podcast de philosophie. Podcast de philosophie, c'est la chasse. Ouais. J'aime bien ça. Alors, Élie, c'est déjà presque la fin. On s'en va sur notre dernier segment ensemble. Donc, ça va être les fameuses questions classiques de Territoire libre, présentation de manuel de prospection et la microbrasserie Couronne des Bois. On y va avec la première question. C'est quoi, Élie Desgagnés, le moment le plus intense ou encore le plus extrême que tu as pu vivre depuis que tu chasses? Il y en a quelques-uns. La chasse, c'est toujours assez intense. Effectivement. Je vais prendre mon orignal cette année en Gaspésie. Donc, bel orignal mature. Ça a été différent, ça a été enrichissant de chasser en Gaspésie. On parlait de voyager dans le monde, mais juste voyager d'une région à l'autre, complètement différent. La quantité d'orignaux au kilomètre carré là-bas, rien à voir avec ici. Là. Ouais. J'étais déboussolé de voir le guide, à quel point il faisait juste comme, on va changer de place, il va y en avoir d'autres ailleurs. Je fais, ouais, mais il y en avait 5 là hier. Pourquoi on n'attaque pas ce coin-là pendant 5 jours? Il y en avait 5. Tu avais tes réflexes de gars, de gars du lac Saint-Jean que, tu sais, s'il y a un orignal là, on va le travailler jusqu'à la fin. Là, ben oui, exact. Puis un soir, il y en avait 5 qui entourent Carolina, la blonde du guide. Hallucinant. Puis là, je dis, demain matin, on retourne là. Il dit, non, on va aller ailleurs. On est où? On est où qu'il y en ait comme ça? Donc, tous les jours, il y a de l'action. On n'a pas de rencontre face à face. Je suis à l'arbalète. Je préfère l'arme à feu. L'arbalète, je m'étais bien entraîné. J'avais tiré beaucoup quand même à la maison. Ça, c'est quelle date, ça, excuse-moi? C'était septembre l'année passée. OK. Donc, fin septembre. OK. On est dans le rut. Là-bas, les périodes de chasse complètement différentes. Beaucoup décalées à la zone 28. Ouais. Donc, l'arbalète est tard. Puis, l'arme à feu, ils ont 10 jours. C'est pas long. C'est pas long. C'est très giboyeux. Ils en ont beaucoup. Donc, encore une fois, les zones sont faites. Les périodes sont faites en conséquence des zones. C'est des choix qui ont été faits. Ouais. Exact. Les biologistes savent ce qu'ils font. Il faut se fier à eux. Ils peuvent faire des erreurs, mais ils savent ce qu'ils font. Donc, on est là. On marche. On est sur le dessus d'une montagne à un moment donné. Puis, on avait repéré un endroit où on a trouvé 7 souilles la veille. On le sait qu'il y a un gros boc mature dans ce coin-là, c'est certain. On s'est dit, on va partir toute la journée, on va franchir des vallées, des montagnes, puis on va arriver à cet endroit-là par la porte d'en arrière. À un moment donné, il nous dit, les gars, vos bottes sont-ils attachées? Je regarde mon caméraman, on se regarde, comment nos bottes sont-ils attachées? Puis là, il se met à attacher ses bottes. Fait que là, on attache nos bottes. Préparez-vous, les boys, on va marcher. Exact. Hey, ça descend comme ça remonte comme ça. Puis là-dedans, il y a une trail d'orignal labourée. C'est fou comment il y a des orignaux qui ont passé là. En remontant, à un moment donné, en arrière de nous autres, ça colle. Fait que là, on tombe sur le qui-vive, décolle toutes les caméras, on colle, ça répond, femelle, boc, les deux sont là, ils ont l'air à se déplacer. On pense qu'ils arrivent dans le coulée, on redescend, on regarde, ça donne un angle de vue, on les voit pas, on remonte, ils ont arrêté de répondre. Puis là, on se questionne, on brainstorm, on pense qu'ils nous ont contournés. Ils nous répondaient, mais pas tant par intérêt que par localisation, puis en disant on se pousse, tu sais, peut-être qu'ils avaient trouvé quelque chose de louche dans notre présence. Fait que là, on décide d'avancer rapidement sur eux. Ça fonctionne, ils nous avaient contourné, on arrive en arrière, le gros boc se tourne. Il mouille. Depuis le début de la journée, on est trempé de la tête aux pieds. Il fait quand même pas froid, mais on est trempé. Le guide me dit 50 pouces et les decks d'une shot. Puis il me le répète une deuxième fois, 50 pouces et les decks d'une shot. C'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Là. Non, puis là, l'adrénaline à son comble. Puis tu sais, je le dis à mes nouveaux chasseurs, le buck fever, l'adrénaline, là, puis pas vraiment le buck fever, mais l'adrénaline, elle va arriver. Ouais. Tu vas trembler.
Ça, c'est pas une question. Mais ça, éventuellement, ça va être positif. Là. Exact. Faut que tu apprennes à le gérer. Ouais. Ta respiration, tout ça. Puis cette année, on avait tellement tiré avec Cross on Target, notre commanditaire pour des formations de tir, les armes, tout ça. J'ai tiré plus que j'ai jamais tiré dans mon année. Armes, arbalètes. Donc, j'étais assez confiant. Je m'installe, il sort. Fait que là c'est fou, là, ce moment-là. Là. C'est incroyable. Là, dans les temples, là, tu sens le sang passer dans tes oreilles. Là. Ouais. Tu sens vraiment. Là. Puis on me voit à caméra, tu sais, je tremble avec l'adrénaline et tout, mais ma croix est à la bonne place. Il arrête. Il a avancé 2 fois. La dernière fois, il arrête. Quelle distance? 25 mètres. OK. 75 pieds. Ouais. J'ai 2 arbres qui le cachent. Je vois pas sa tête. Je vois pas ses fesses. Je vois la fin de l'épaule. Puis quand j'essaye de me tasser plus vers l'avant, je suis dans un arbre. T'es pas satisfait? Ben, c'est ma seule shot. C'est sûr, c'est ma seule shot. Il est à côté de nous autres. Il nous regarde, on est 3. Mais t'avais le vital. Là. Oui, je le sais que je suis dans le vital. Ouais. Puis le guide me l'a dit 2 fois, dès que tu as une shot, tu la prends. Effectivement, le tir était vital. La flèche, c'est la Ravine 500. La flèche est longue comme ça. Elle est au complet dans l'orignal. Le foie est déchiré en 2. Il n'a pas fait long. Je le tire, on l'entend. Pouf! L'arbalète, la corde à casse. On ne sait pas pourquoi. Possiblement que la flèche, le carreau était mal rentré. Il s'est peut-être créé un jeu là-dessus. Il s'en va. On ne peut pas retirer. Puis là, la pluie commence encore plus. Fait que là, j'ai passé de l'euphorie la plus totale dans ma carrière de chasseur au désastre le plus complet. J'étais en tournage. On le trouve pas. Il mouille. On a trouvé beaucoup de sang tout de suite après le tir, pas longtemps après, quand on est allé voir. Mais 30 minutes plus tard, c'était lavé. Il n'y avait plus rien. Plus rien. Du sang qu'on aucun avait trouvé. signe. La trace est perdue. Là. Ouais. On fouille toute l'après-midi. On appelle tous les chiens de sang du coin. Ils sont tous pris. Il n'y a personne de disponible. Il n'y a personne qui veut venir. C'est le désastre. Donc, tu me parles de mon moment le plus intense. C'est lui où j'ai vécu les antipodes des émotions. Et on a appelé Pietro Bolini à Dolbeau. Lui est là pour les bonnes raisons. Ça, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il est extraordinaire. D'ailleurs, c'est notre prochain invité. Je dis ça comme ça. Génial. Ouais. Ben, Pietro, il me dit pas de problème. Je m'en viens. Ah non, c'est Pietro. Il va faire 9 heures de route pour venir nous trouver en Gaspésie. Ah, Pietro, il est magique. Pietro, c'est un homme avec une bienveillance qui est incommensurable. Vraiment. C'est une personne qui est unique en son genre. On peut pas le comparer à personne d'autre. Vraiment. Il est là pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons. Donc, je fais OK, go. Entre-temps, il reparle avec un de ses chums là-bas qui est conducteur. Puis là, son chum, il demande qu'est-ce que tu fais demain. Il dit, ben, je m'en viens dans ton coin. Là. Des gars qui ont de recherche. Je fais, non, tu peux pas t'emmener, Pietro. Là. Il dit, ben, écoute, soit tu la prends, soit j'y vais. Finalement, son ami décide de prendre la recherche, le trouve facilement. Tout ça grâce à Pietro. Ça a comme un peu pesé dans la balance. Là. Ça a comme poussé un petit peu. Là. Exact. Ouais. Parce qu'il s'en venait. Donc, on a eu Jerry Hort, excellent conducteur de chien de sang, super bien été la recherche. L'orignal est parti comme ça, a fait une boucle, puis il est venu mourir en arrière de nous autres. Comme ils font souvent. Hein? Ouais. Mais on cherchait des couloirs, on a cherché toute la journée tant qu'on avait de la clarté, puis on allait continuer après ça. Mais là, on est trempé, là. Il a mouillé, là. C'était comme 15 mm de pluie dans le 2 heures après le tir. Il avait mouillé toute l'avant-midi, trempé de la tête aux pieds. Quand tu tires dans ce genre de conditions-là climatiques, tu sais que c'est pas optimal s'il faut que tu le cherches. Oui, exact. Ouais. Même pour le chien de sang, on se demandait à quel point ça allait l'affecter. Oui, mais eux autres, c'est plus l'adrénaline que le sang en tant que tel. Là. Exactement. C'est ce que les glandes vont rejeter. Là. Les ongulés, ils vont rejeter quelque chose, comme des hormones ou l'adrénaline dans le sabot, dans le fond. Ouais. C'est vraiment plus ça, un petit peu. On va en parler vraiment en détail dans le prochain podcast. Là. Ça va être intéressant, je vais écouter ça, c'est sûr. Ça va être très intéressant, j'ai vraiment, vraiment hâte. Fait que sans les chiens de sang, il y aurait probablement que vous l'auriez pas retrouvé, cet orignal-là. Probablement pas. Probablement pas. C'est tellement un bel ajout qu'on a, les conducteurs de chiens de sang. Ouais, c'est extraordinaire. Puis on le voit, sont de plus en plus populaires. C'est abordable. Le prix est pas si mal. Ah, c'est pas cher. Puis pour le respect, pour retrouver sa bête, c'est rien. Ce montant-là, puis c'est même pas cher. Faut pas hésiter, là. Non, exactement. Puis les appeler dès qu'on commence, puis qu'on voit que ça va être difficile parce qu'ils ont beaucoup d'appels. Donc, il faut les réserver tôt. Puis vraiment, merci Pietro, merci Jerry. Sans ces 2 gars-là, je ne retrouve pas mon orignal. Je l'ai fait naturaliser avec Bilodeau. Il est dans mon salon. T'es sérieux? Oui. Il va falloir que tu me montres ça. Avec plaisir. Cool. Ça m'enligne vers la prochaine question. Si tu avais la deuxième question, en fait, classique territoire libre. Si tu avais à donner un conseil à tout chasseur ou encore à un chasseur qui débute dans le domaine, quel conseil que tu lui donnerais, Élie? Écoute, d'un, amenez la relève avec vous le plus possible. Ça, c'est grâce à ça qu'on va faire perdurer notre sport puis notre passion dans le temps. Amenez les jeunes.
s'il vous plaît. À court terme, c'est de la job de plus. À moyen et long terme, c'est vraiment bénéfique pour l'ensemble de nous. Continuez à parler de votre passion, cachez-vous pas. Abordez-le. Il faut démystifier tout ça, l'expliquer, puis prendre l'expérience des gens qui ont passé avant nous. Moi, je suis chanceux, je vais voir des pros. Ben, quand je suis à l'écoute de ces gens-là, au lieu d'arriver avec mes idées préconçues, j'en absorbe tellement plus, j'apprends tellement plus, puis je grandis en tant que chasseur, j'acquiers de l'expérience que je n'aurais pas eu sinon. Donc, on voit toutes nos vidéos, on lit nos livres, on sait comment ça marche. Moi, je suis bon là-dedans. Mais c'est pas parce que tu as plus d'orignaux que l'autre que tu es nécessairement meilleur chasseur que l'autre. Ça dépend où est-ce que tu chassais, comment tu chassais, avec qui. Donc, travaillons en équipe, écoutons les autres, ce qu'ils vont nous apporter aussi. On va être juste chacun gagnant, puis en tant que collectivité que chasseur, on va l'être aussi. J'apprécie vraiment ce que tu dis. Puis ça me touche parce que j'ai moi-même 2 filles, puis ils viennent avec moi, on fait les salines ensemble, on prospecte le territoire ensemble, puis éventuellement, j'espère qu'ils vont venir à la chasse avec moi parce que moi, je trouve que c'est le plus beau sport, la chasse. Puis oui, c'est un sport, c'est un passe-temps, mais c'est un sport. Quand tu finis ta journée puis que tu as marché un 10-12 km dans les montagnes, des bottes mouillées, c'est parfois au froid, il y a de la mouche, on vit toutes les intempéries, c'est un sport. Fait que ce côté-là de la relève, je cautionne à 100% tes mots. Effectivement, c'est un bon conseil, je pense, à donner. Oui, puis même si tes filles ne deviennent pas des chasseuses, ils vont le comprendre, ils vont voir à quel point c'est l'amour de la nature, puis ils vont être capables d'en parler. T'sais, souvent, on le transmet, cet amour-là qu'on a. Puis c'est ce qui fait que notre famille et nos enfants vont embarquer dans ce mood-là, puis dans cette intensité-là qu'on a envers la chasse, parce qu'on ne se cachera pas que toi et moi, on est assez intense par rapport à la chasse. Hein. Très. Mais ouais, c'est le fun. On va finaliser avec un petit jeu ensemble. Ça, t'étais pas prêt à ça. Non. T'es pas au courant, mais c'est pas grand-chose. Dans le fond, je vais te présenter 2 choix. C'est le fameux ça ou ça. Là. Ça se fait à différents endroits. C'est un jeu qui est assez commun quand même. Donc, je te présente 2 choses. Tu fais un choix, puis moi, je te donne pas d'explication. Okay. Toi, tu peux nous en donner un petit peu quand même. Mais c'est ça. Fait qu'on va y aller assez brièvement. Si je te dis flèche ou carabine, tu choisis quoi? Carabine. OK. Carabine. La flèche, beaucoup plus difficile, beaucoup plus... Ça prend plus de pratique, tout ça. Donc, je comprends les chasseurs qui adorent ça, qui ils voient le défi là-dedans. Personnellement, puis je dis pas que j'ai la bonne réponse, personnellement, je trouve que l'animal va souffrir plus longtemps. J'aime mieux quelque chose qui est plus net. Encore une fois, les flèches maintenant font un travail... Ouais, c'est puissant. Exact. Donc... Ça prend un bon tireur qui a pratiqué. Oui, c'est ça. Mais on se retrouve avec trop de chasseurs qui n'ont pas assez tiré, puis qui là, ils font des tirs douteux. Fait que je préfère la carabine. Je trouve ça plus facile puis plus respectueux en général. Encore une fois, on parle de généralité, pas de cas par cas. On a un chasseur à l'arc qui va être possiblement plus incisif qu'un chasseur de carabine, dépendamment du calibre et tout aussi. Là, je comprends toute la complexité de la chose. Mais mon choix, carabine, c'est certain. Puis ce qu'on peut ajouter, c'est que ça revient toujours aussi à la qualité du tir. Oui. Quand tu prends ton tir, il faut que tu sois certain que tu vas avoir une récolte. En tout cas, moi, c'est vraiment ma philosophie. Exact. Je veux dire, j'essaie de respecter ça la grande majorité du temps. Quand tu prends ton tir, faut que ce soit un bon tir. La qualité du tir et de l'équipement. Et de l'équipement. Même avec l'arme à feu. Si j'ai une arme qui n'est pas adaptée au type de chasse que je suis en train de faire, ma balle passe à travers sans faire trop de dommages, l'orignal va courir encore vraiment longtemps. Même principe que si ma pointe de flèche n'est pas adaptée au type de chasse que je fais. Donc, bon équipement, bon tir, c'est la priorité. Puis ensuite, c'est libre au chasseur. Si je te dis drop pin ou un beau rack parfait, là, 5 pointes de chaque bord, ou même plus que ça, 10 pointes de chaque bord, un beau gros rack parfait, qu'est-ce que tu choisis? Pas facile, celle-là. Elle est difficile, hein? Je pense que je vais prendre le rack parfait. OK. Oui, quelque chose de plus uniforme. Je comprends la rareté de l'autre, mais côté génétique, il y en a un des deux qui est pour ce pourquoi il a été conçu. Okay. Donc, le rack parfait, c'est l'orignal qui a une génétique parfaite versus l'autre a une malformation. Elle est unique, mais je vais préférer peut-être la bonne génétique. OK. Mais je suis peut-être une minorité là-dedans. Ah, écoute, j'aime ta réponse. PA avait répondu autrement dans le dernier podcast. Lui, c'est vraiment un gars de drop-in, PA. Hein? Fait que j'aime ta réponse aussi. C'est intéressant. La prochaine, elle va être tranchante. Là. Ah ouais? Caribou ou antilope? Oh là là. Oh là là. Effectivement.
Écoute, je vais prendre l'antilope parce que caribou, tu me donnes un cervidé. L'antilope, tu me donnes une espèce au complet. Donc, Ouais. j'ai le choix de plein d'antilopes à travers OK, ça. là, tu m'as eu là-dessus. Je vais là. prendre la faille dans ta question. Il y avait une faille. Excuse-moi, je suis pas un chasseur de la... Je suis D'antilope. jamais allé chasser en Afrique, là. Si Ouais. tu m'avais nommé une antilope, peut-être que j'aurais pris le caribou. Ça a été vraiment une chasse incroyable que je vais me souvenir de toute ma vie. Les images, de les voir passer en troupeau. Puis là, quand la tire est donnée, ils courent dans la neige, ils suivent. C'était quelque chose de mémorable. Mais la diversité des antilopes fait en sorte que là, ça ouvre à plein de possibilités. Exact, exact. Si je te dis toutes les cervidés ou une sorte d'antilope, Ouais, je comprends. Tu m'as eu celle-là. Je finis ça vraiment smooth. On est des joueurs de hockey canadiens nordiques. écoute, c'est pas facile ça non plus. J'ai arrêté d'écouter le hockey pendant 10 ans quand ils ont vendu mon équipe. J'ai assisté à l'avant-dernière victoire des Nordiques au Colisée en série contre les Rangers. Fait que là, je vois ta réponse aller. Donc, ça a été difficile. Par contre, 2005, après le lockout, le hockey est super intéressant, super rapide. J'habite à Montréal, j'ai le goût d'écouter du hockey, donc j'ai été forcé d'apprendre à aimer le Canadien que j'apprécie maintenant. C'est équilibré comme réponse. Ouais, donc écoute, je peux pas trancher. Quand les Bleus vont revenir, s'ils reviennent, c'est loin d'être fait. Si les Bleus reviennent, je vais être déchiré, je pense que je vais avoir un petit côté bleu. OK. Fait que t'as quand même un penchant vers les Nordiques. Ouais, C'est intéressant. c'est mon enfance. C'est bon, merci, merci mon homme pour cet excellent podcast-là. Hey, on va finir avec une petite surprise pour toi. On a un petit cadeau. Est-ce que tu veux nous apporter ça, ma très chère Gabrielle? Donc, petit pack de bière pour toi, pour merci. déguster ça en réécoutant, Merci. en réécoutant notre podcast. Yes, c'est Donc, certain. ça fut un plaisir, mon homme. Plaisir réciproque. Félicitations pour ce que tu fais. On a parlé depuis tantôt d'expliquer la chasse, Ouais. d'en parler de différents aspects, tout ça. Puis c'est exactement ce que tu fais. Puis c'est grâce aux gens comme toi qui prennent le micro, qui vont de l'avant, qu'on peut parler de notre sport de la bonne manière. Exactement. Merci. C'est un bonheur, c'est un plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Pareillement. Salut mon homme. Merci. Yes.